Bonjour, c'est parti pour cette deuxième semaine de piano donc. Alors déjà pour répondre à un commentaire qui m'a été laissé sur cette chaîne, parce qu'en fait je faisais partie d'un groupe de piano sur Facebook et je n'en fais plus partie. Mais peu importe, il en reste encore trois autres, donc du coup vous n'aurez pas de mal, parce que cette personne me disait, maintenant que vous êtes plus sur ce groupe, comment on peut trouver vos partitions et vos vidéos. Bon bah, je fais encore partie de trois autres groupes, je vais les citer, comme ça vous pourrez très bien vous y inscrire dessus. Il y a le groupe Piano Piano, le deuxième groupe donc c'est Piano trait d'union classique, et le troisième c'est Autour du piano. Voilà, c'est les trois groupes dont je fais partie, ce qui fait que vous n'aurez aucun mal à trouver, hein, encore une fois je le répète, toutes les vidéos que je publie régulièrement, ainsi que des partitions qui correspondent aux œuvres que je fais étudier. Voilà, ok. Donc voilà, ça c'était juste avant de démarrer hein, cette vidéo. Donc maintenant, bon bah, on entame une deuxième semaine hein, de piano. L'élève arrive, il est censé avoir travaillé. Censé. Donc, on va voir deux nouveaux exercices. Alors, bon, je passe sur ce qu'on avait fait la dernière fois, les deux exercices précédents. Ils ont logiquement été travaillés. Ce que l'on peut faire, c'est essayer de corriger les défauts habituels. Bon, là, vu qu'encore une fois, c'est théorique, il n'y a pas d'élève, hein, donc du coup, je peux pas. Ça, c'est au feeling, hein, ce genre de choses. Hein. Si un élève est à côté de moi, je peux m'adapter, je peux regarder tout ce qui se passe. C'est l'observation qui compte, hein, évidemment, bien sûr, d'accord, et la faculté d'écoute. Donc on peut toujours aider l'élève pour progresser sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a travaillé, bien sûr. Hein. On peut éventuellement augmenter la vitesse, faire des corrections, apporter un petit plus au niveau interprétation, corriger les positions, etc. etc. On va passer à deux nouveaux exercices, ok. Et pareil sur l'autre livre, A Dozen a Day, deux nouveaux exercices également. Alors donc vous verrez en fonction des partitions hein, que je publierai. Donc on va commencer par faire un petit peu de lecture de notes. Hein, c'est ce que je vous conseille de faire également au métronome. Je le mets à 60, d'accord. Peu importe, après vous pourrez très bien augmenter ou ralentir la vitesse. Ce serait bien d'arriver jusqu'à 80 par exemple, parce que c'est à peu près la vitesse à laquelle hein, j'estime qu'on peut jouer ces deux morceaux hein, que je compte faire travailler pendant cette semaine. Je le mets à 60, ok. Donc là, vous prenez votre partition, vous lisez les notes. Ok, je vais faire juste sur la première ligne parce que ça n'a pas d'intérêt hein, particulier. C'est à vous de le faire, bien évidemment. Donc au début, ça donne Do, Si, La, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Mi, Ré, Do, Mi, etc. D'accord. Donc à vous de faire ce travail. Ça me paraît pas mal. Comme toujours, hein, dès que tout rentre dans la tête, tout va mieux. C'est toujours comme ça. Je ferme le piano parce qu'en fait, il y a un autre truc que vous pouvez faire qui est très bon. Vous pouvez le faire sans dire le nom des notes. Si vous le dites en plus, c'est encore mieux. Mais peu importe, c'est pas grave. On va d'abord le faire sans le nom des notes. Ce sera plus facile. Sur ce morceau, au début, donc, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs noirs hein, à la main gauche. Et pour finir cette première phrase, à la main gauche, on a une blanche pointée. Bon, on va taper ce rythme au métronome avec cette main, d'accord. Et puis après, quand ce sera le tour de la main droite, c'est la main droite qui tapera, ok. On s'habitue déjà au rythme, on prend l'empreinte. Voilà ce qui se passe au début, à la main gauche. Il y a 4 mesures comme ça, avec une blanche pointée à la fin, qui contient 3 battements. 2, 3. Maintenant, c'est la main droite qui arrive. Hop, elle fait ça. Elle a des noirs, d'accord. Et puis après, c'est la main gauche qui prend le relais. Pendant 2 mesures. Et maintenant, on a une blanche pointée. 2, 3. Ok. Voilà ce que vous pouvez faire pendant tout votre morceau. Pareil, c'est une forme déjà de rigueur en quelque sorte, rythmique. Si en plus vous rajoutez le nom des notes, alors là c'est encore mieux. D'accord. Je vous le fais une fois juste pour le début. Do, Si, La, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do, Si,
ok, je m'arrête là, à vous de le faire. Si vous arrivez à faire ça, c'est parfait. Éventuellement, là on est à 60, vous augmentez progressivement, là on est à 80, c'est parfait. C'est à peu près la vitesse, à peu près, d'accord, on va pas s'embêter. Do, si, la, do, si, la, si, do, si, la. Deuxième phrase. Mi, ré, do, mi, ré, do, si, la, si, do. Troisième phrase, ré, do, et c'est parti. Ok. Au passage, voilà, on a un découpage de phrases, typiquement par carrure de 4 mesures. Ça, je vous laisse le regarder. Mais c'est très souvent ça, du moins dans certaines périodes. Il y a eu dans la période classique, on a eu très souvent des carrures comme ça, de 2x2 ou 2x4, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'on appelle des carrures de 4 mesures. On le détaillera plus tard. Mais c'est quelque chose qui est important, comment dire, qui est intéressant de signaler aux élèves, parce que ça leur fait prendre conscience aussi que dans chaque morceau, il y a toujours une architecture, une construction, une structure, une ossature, on pourrait dire. Voilà, ça fait partie de l'analyse qu'on essaie d'introduire, cette discipline, dès le départ, dès le début de l'apprentissage. On fait prendre conscience aux élèves aussi des répétitions. Si vous regardez do, si, la au début. Voilà 2 éléments qui se répètent. Si, do, si, la, on n'a que 3 notes, do, si et la. C'est bien, c'est facile à repérer. On en a 2 qui coupent des lignes et une, le si, qui ne coupe pas de lignes. Donc voilà, il y a des réflexes aussi, comment dire, des réflexes à avoir de lecture, de mouvements qui montent, qui descendent. On en avait parlé, je crois, la dernière fois avec les mouvements ascendants, les mouvements descendants, en dessous de do, si, en dessous de si, la. Là, on a beaucoup de mouvements conjoints, par exemple. Do, si, la, 3 notes qui se suivent, un mouvement conjoint descendant. Voilà, il y a des termes à utiliser. Il y a toute une analyse à faire aussi à ce niveau-là, au niveau du morceau, de la façon dont il est écrit, des différentes phrases musicales. Ça aide également pour savoir comment on va jouer ce morceau, comment on va l'interpréter. Bref, voilà, j'arrête là. En tout cas, donc, le premier travail donc, qui est intéressant, c'est arriver à lire les notes d'abord avec le métronome, si possible, de 60 à 80. Et puis éventuellement dire le nom des notes et taper en même temps comme ça avec les mains. Comme ça, au moins vous commencez déjà à avoir une certaine forme de rigueur rythmique. Les mains commencent à s'activer, ça stimule un peu le tout. Ouais, ok. Donc voilà, c'est une première chose. Ok, donc ça, ouais, c'est ce que j'avais noté. Donc c'est bon, voilà, la lecture de notes et le fait de taper le rythme sur le cadre du piano. Vous verrez que ça sera encore plus intéressant. De taper le rythme sur le cadre du piano avec le deuxième exercice. On verra pourquoi, parce qu'il commence à y avoir quand même une forme de coordination. Donc là, ça va être intéressant de coordonner déjà sans la sonorité. Voilà, parce que la sonorité, c'est un facteur supplémentaire qui vient se rajouter et qui est source de problèmes, entre guillemets. Ça peut être un point d'appui, évidemment, ce que l'on entend, mais ça peut également déstabiliser dans la coordination. Donc c'est bien de travailler sans le son. C'est un truc que je fais vachement faire aussi avec mes élèves. Bref, ok, ça c'est bon. D'accord, bon. Maintenant, je vais vous jouer ces 2 morceaux. Ok, allez, on y va. Donc, attendez, je regarde à peu près. Donc, ouais, c'est ça, oui. Celui-là, là, donc le premier des 2, ok, on va dire environ 80, d'accord. C'est à peu près votre objectif, ok. Donc comme d'habitude, on fait attention à la position, on ne démarre pas comme ça, d'accord, ok. On fait attention, on a le dos central, le nombril en face, ok, les pouces placés, ouais, bon, peu importe, après vous choisissez la droite au-dessus, la gauche au-dessus, c'est vous qui voyez, d'accord, le dos bien droit, le corps, au passage, on n'en avait pas parlé dans la première vidéo, mais je suis assis sur le bord du tabouret, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas au fond du tabouret avachi avec le dos complètement bossu en train de faire ça, n'est-ce pas? Et également avec les poignets comme ça. Ça c'est le truc classique, vous voyez les élèves en train de faire ça, en train de déchiffrer comme ça. Bon, ça c'est le genre de truc qu'il faut essayer de bien régler dès le départ. Okay, on s'assied sur l'avant du tabouret, pas sur l'arrière, parce que sinon ça arrondit complètement le dos. Ça c'est une catastrophe, ok? Le dos bien droit,
voire légèrement en avant, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème, mais pas en arrière, surtout pas, d'accord? Pourquoi? Parce que quand vous mettez le dos en arrière, le poids part en arrière, et donc vous n'avez plus aucun impact. Vous n'avez plus rien, alors que là, vous en avez beaucoup plus. Là, évidemment, le poids se projette sur le corps, pardon, se projette sur le clavier, donc il y a beaucoup plus de poids. C'est évidemment ça sera beaucoup de, ça jouera un rôle important plus tard, évidemment, par la suite, hein, bien sûr. Mais dès le départ, c'est bien de le régler. Ok, les mains assez relevées, pas écrasées complètement hein, comme ça sert à rien. Ça amplifie juste le pouce hein, qui déjà est un doigt lourd. Alors là, c'est pire que tout. Ok, bon, bref, voilà. On corrige déjà sa position, hein, d'accord. Ok, donc, on fait surtout attention au dos. C'est une chose importante et les pieds sont plutôt devant, au niveau des pédales. Ok, commencez pas à mettre les pieds comme ça, là, croisés, ou pour les filles, les jambes croisées, ou je sais pas quoi. On oublie tout ça. Ouais, d'accord, hein. C'est exactement comme quand vous vous tenez à table, hein, vous n'allez pas commencer à manger comme ça. Hein, on ne mange pas comme des cochons, d'accord hein, on se tient correctement, hein, on a tous appris ça, hein, on a une certaine tenue, bah c'est pareil au piano. C'est la même chose, on essaie de faire ça dès le départ, hein, avec les enfants, ou peu importe, même les adultes, c'est pareil. Allez, on y va. Voilà, voilà un morceau. Ok, je vous joue au passage, au passage pardon, le deuxième, comme ça c'est fait, hein, on n'en parle plus. Voilà, ok. Bon, alors, on va essayer de parler un petit peu hein, de ces deux morceaux. Donc, une fois que la lecture des notes a été faite, hein, et que on a fait tout ce travail hein, de rythme et tout ça, comme on a pu le voir hein, sur le cadre du piano, je vais le faire une fois quand même, ce travail de rythme, sur le deuxième exercice, puisque je vous ai dit justement que ce serait intéressant. Bah, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, dans ce deuxième exercice, après on parlera hein, de ces deux morceaux, de l'ambiance, de tout ça, ok. Mais sur ce deuxième exercice, en fait, on a la main droite, bon, qui joue toujours la même note, hein, c'est un mi, hein, d'accord. La main gauche à la mélodie, ce qui est intéressant déjà, parce que c'est rare dans énormément de morceaux. Au piano, vous vous rendrez compte que très souvent, hein, typiquement, la mélodie est constituée par la main droite. Et bon, parfois, ça pourra varier d'une main à l'autre, etc. Mais pendant X années, c'est à peu près la même chose. Sauf que de temps en temps, dans des répertoires baroques, on a des thèmes, des contre-thèmes, etc. Hein, c'est le principe aussi de la fugue, hein, bien sûr, hein, chez Bach, mais chez d'autres aussi. Et ça a été repris d'ailleurs, hein, mais peu importe. Mais en tout cas, très souvent, on a une mélodie à droite, un accompagnement à gauche. Et de temps en temps, en effet, la main gauche prend le thème principal, ou parfois fait un contre-thème, répond à la main droite, peu importe, hein, ok, d'accord. Mais là, dans ce morceau, c'est vraiment flagrant, c'est-à-dire que la main droite a vraiment un accompagnement avec ses mi, hein. C'est vraiment ostinato, hein, comme on dit, hein, c'est obstiné. Hein. Et la main gauche, elle, par contre, elle a vraiment cette mélodie qui est intéressante. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est justement essayer de taper pour régler ce problème de coordination sans le piano déjà. Enfin, sans le piano, sans la sonorité, d'accord.
Donc du coup, au début, qu'est-ce qu'on a? On a 8 mi. Bon, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, je vais mettre le métronome, ça sera encore mieux. Au début, je vous conseille de le faire sans métronome, mais on va considérer que vous l'avez fait. Ça y est, c'est fait. Ok. Donc maintenant, on va mettre le métronome. Là, c'est plus intéressant. On va le mettre lentement, 60 pour l'instant. Ok. La main droite est toujours avec le métronome, du début à la fin, sauf la toute dernière note qui est une blanche. Ok. Donc elle durera 2 battements. À part ça, la main droite est toujours comme ça. Maintenant, on va essayer de rajouter la main gauche. La main gauche va faire des blanches. Donc, 2 battements à chaque fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Attention, ce sont des blanches à la main gauche. C'est pas noir soupir. Ce sont des blanches. Ça veut dire qu'il faut bien tenir le son jusqu'à ce que l'autre note, la note suivante, soit jouée. Ça participe aussi, cette notion de legato, on appelle ça, hein, le fait de lier le son, ça participe aussi quand même au charme de la mélodie. Sinon, c'est affreux, hein, franchement. Sinon, ça donne la, si, do. Bon, c'est pas spécialement joli, hein, franchement. Même si vous le chantez, vous allez quand même plus naturellement chanter la, si, do que la, si. Hein, c'est pas forcément joli, d'accord? Donc faites l'effort de tenir cette main gauche. Et donc, même quand on coordonne comme ça, on ne fait pas. Ah, on ne lâche pas la gauche sur le deuxième battement de la main droite. On refait. Je tiens ma main gauche. Au dernier moment, je tape. Voilà. D'accord? Au niveau de la coordination, ça c'est pas mal. Après, comme tout à l'heure, vous pouvez très bien le faire en utilisant les notes de la main gauche, pas de la main droite parce que ça ne présente aucune utilité, évidemment, puisque c'est que des mi. Mais la main gauche, elle, vous pouvez la dire en même temps. La, si, do, si, la, do, si, la, etc. D'accord? Là où ça sera intéressant, c'est quand on commence à avoir des noirs à la main gauche, parce que là, on va, à un moment, donc on a ça par exemple, si, do, si, la, voilà, ça, ce genre de passage est intéressant, comment dire, à déjà coordonner sans le son. Ouais. Et après, on passe évidemment avec l'effet sonore, c'est évident, hein, bien sûr. C'est bien joli de tout faire mentalement, mais il faut qu'après, bien sûr, le corps l'applique. Mais, vous voyez, encore une fois, vous verrez que même déjà de coordonner comme ça, sans le son, bah, ça demande un peu de réflexion. Et justement, la réflexion, le fait de réfléchir, hein, ce qu'on appelle l'apprentissage réflexif, bah, c'est la base de tout, hein, n'est-ce pas? Le fait de réfléchir, c'est le développement d'intelligence, c'est comme ça, d'accord? Il faut toujours essayer de faire les choses en réfléchissant à ce que l'on fait. La meilleure façon de réfléchir, c'est de faire du travail mental, toujours, d'accord? Parce qu'une fois que tout est clair là-haut, les doigts n'ont plus qu'à obéir finalement quand on y réfléchit, c'est tout. C'est la seule chose qu'ils ont à faire, ce qui est également une sacrée tâche, vous me direz, d'accord. Mais si les doigts essaient déjà de faire quelque chose tout seul sans que le cerveau ait compris quoi que ce soit, c'est la meilleure des façons pour ralentir l'apprentissage. C'est garanti. Voilà. Donc, du coup, voilà, autant faire beaucoup de travail, hein, là-haut, avec la cabessa. Ok, donc, ça c'est fait, d'accord. Oui, alors voilà. On va parler un peu maintenant de ces deux morceaux, même puisque finalement, on peut dire qu'ils sont dans un style similaire, hein, c'est un peu un style assez semblable. Et ils contrastent énormément avec les deux premiers morceaux qu'on avait vus, hein, celui-là. Et le deuxième, donc, c'était... Et maintenant, donc, on a ça. Bon, etc. D'accord, je ne vais pas le rejouer.
Et ben voilà, voilà un truc intéressant, c'est que déjà, dès le départ, il va falloir le faire comprendre aux élèves. On installe une ambiance plus triste quelque part, hein, d'accord. Alors vous pouvez faire preuve d'imagination, vous pouvez penser ce que vous voulez hein, dessus. Moi j'aime bien aussi parler de couleurs, hein, comment dire, ben, je vais pas y arriver, pardon. J'aime bien assimiler en fait le texte, ce qu'on est en train de jouer, et le comparer à des images, à des couleurs. Par exemple, là, ça peut très bien être la nuit qui tombe, le coucher de soleil, hein, n'est-ce pas. Imaginez une ambiance très calme, hein, ou au contraire, parfois même, c'est presque plaintif, ça. Etc. D'accord. Donc là on a déjà un morceau qui présente un côté musical qui est nettement plus prononcé que les deux premiers où c'était dans un style plus joyeux, hein, plus enfantin. Là on pourrait presque penser à un enfant qui est triste par exemple. Je ne sais pas, après c'est à vous, hein, encore une fois, de faire marcher hein, vos ménages et, euh, et d'imaginer tout ce que vous voulez par-dessus. Moi j'aime bien encore une fois parler de couleurs, des couleurs plus obscures, hein, plus tristes, hein, peut-être plus fades. Imaginez un tableau, une peinture, hein, quelque chose, tout ce qui vous passe par la tête. Mais voilà, essayez toujours de vous détacher des notes et mettez-vous dans l'ambiance dès le départ, dans cette ambiance. Alors ce que je fais parfois, c'est une bonne expérience à faire. Hein. Je prépare avant le cours, comment dire, des images qui correspondent à l'ambiance du morceau que l'on va étudier. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes propres morceaux. Hein, dès que je joue, peu importe ce que je peux jouer, du Rachmaninoff ou du Chopin ou je sais pas quoi, peu importe. Hein, je fais exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas vous le montrer là parce que c'est sur mon téléphone. Mais j'ai énormément de peintures, hein, surtout qui sont enregistrées, mais pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est coucher de soleil, tout ce qui est images en tout genre. Ça peut être des étoiles, ça peut être plein de couleurs parce que j'adore ça. Et donc, systématiquement, dès que je fais du travail lent, en fait, je fais du travail lent, pardon. Donc, par exemple, pour les débutants, c'est parfait, puisque, a priori, au début, quand même, ils jouent assez lentement. Hein. Donc, c'est très bien, dès qu'il commence à y avoir la maîtrise hein, de quelques notes, c'est très bien, justement, de faire défiler un diaporama avec des images qui correspondent exactement à l'ambiance du morceau. Voilà. Ça, vous voyez, c'est le genre d'enseignement encore une fois par analogie, par métaphore, voilà, c'est comme ça que je raisonne. Dès le départ, j'essaie de parler d'images, d'imagerie mentale, hein, de choses comme ça, avec les élèves, peu importe l'âge, mais j'essaie de leur faire comprendre que ce qu'ils sont en train de jouer, ça peut être des choses qu'ils vivent tous les jours, hein, ça peut être assimilé grâce à des images. Ça, c'est ce qu'on appelle le rôle hein, de l'hémisphère droit, hein, n'est-ce pas? L'hémisphère gauche, c'est tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, hein, des connexions neuronales, etc. Puis du côté droit, c'est justement toute l'imagerie mentale. Et c'est là qu'est tout le secret, justement. C'est là qu'est tout le... C'est comme ça qu'on avance justement beaucoup plus vite dans la musique et qu'on interprète plus rapidement. Et qu'on forme des élèves tout de suite avec une vision de la musique qui n'est pas du tout renfermé dans ces 12 notes, hein, on va dire, enfin c'est 7 notes, hein, mais peu importe, hein, si on rajoute les touches noires, ok. Mais voilà, et le but est de s'éloigner le plus possible. Donc qu'est-ce que ça va faire bah, par exemple, dès le début du morceau, quand l'élève va déchiffrer, on va tout de suite essayer de lui faire une réflexion par rapport à la sonorité, par rapport au toucher, par rapport à tout ça. Il va commencer à déchiffrer donc son Do, hein, ok, il va tester. Do, bon, alors il y a une chance sur deux pour que le son soit bon, hein, voilà. Mais s'il ne l'est pas, s'il commence hein, vraiment hein, à faire des choses comme ça, bah, c'est là qu'on peut lui faire la réflexion. Ah, attends, imagine un peu l'ambiance. Hein. Là, vous pouvez raconter ce que vous voulez, bien sûr. Et au besoin, vous lui prenez le doigt. Hop, voilà. Il faut trouver cette sonorité rampante. Un rampe et un peu plaintif, un peu triste. Voilà. Bon, alors encore une fois, moi je l'interprète comme ça, on pourrait le jouer complètement différemment. Hein. Mais je fais exprès de l'interpréter comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait prendre conscience d'une chose importante aux élèves, c'est que dès le troisième morceau déjà de leur apprentissage,
ils sont confrontés à une ambiance qui est contrastée, qui est opposée aux deux premiers morceaux. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup plus tard, notamment même dans les examens en fin de première année, ou deuxième ou troisième, peu importe. Mais très souvent, traditionnellement, on a deux morceaux imposés d'un style complètement différent. Les élèves doivent être capables, et pas que les élèves d'ailleurs, même les professionnels, mais pour eux ça pose pas de problème bien sûr, mais pour les élèves, ils doivent être capables de comprendre que la musique ne se joue pas toujours de la même façon. On le voit bien avec toute cette imagination qu'on essaie de mettre en place, ces histoires qu'on raconte adaptées aux morceaux. Et donc il est important dès le départ de commencer à faire interpréter certains morceaux complètement différemment d'autres morceaux qu'ils ont pu jouer précédemment, pour ne pas les enfermer dans un style, surtout pas. Il faut leur donner une grande ouverture d'esprit. Ça, c'est important dès le départ. Pardon, je regarde juste si la vidéo tourne toujours, parce que bon, j'ai souvent des doutes avec parce que ça m'est arrivé que ça plante en plein milieu, et de tout recommencer. Bref, ok, donc voilà ce que j'avais à dire. Donc du coup, ne pas hésiter à corriger l'élève directement, dès le départ, pour essayer de le mettre vraiment dans l'ambiance. Voilà, avec ce genre de sonorité. C'est ce que l'on va rechercher, ok? Alors j'y pense également. Là par exemple, on a une blanche pointée à la main gauche. La blanche pointée fait 3 temps. Alors essayez quand même, essayons, on va se mettre à la place de l'élève, essayons dès le départ de ne pas commencer à faire 3 temps de cette façon-là. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est le truc classique qu'on voit au départ. Tout le monde y passe, on est bien obligé de compter, oui, c'est vrai, d'accord. Mais il y a compter et compter, d'accord. Il y a compter de façon militaire et puis après il y a compter intérieurement. Pardon, on va reprendre juste l'avant-dernière mesure. Voilà. Bon, j'ai fait l'effort de le dire, 2 et 3, j'aurais pas dû. Mais c'était pour vous prouver quand même que c'était bien en mesure. Mais simplement... Voilà. Là, on a 3 temps. Ok. On peut très bien soulever à la fin de la phrase. Hop. Voilà. Je viens de faire 3 temps. C'est une fin de phrase. Je respire. Ok. N'oubliez pas, ça aussi, c'est très important. La respiration joue un rôle important pour structurer les phrases musicales, pour plein de choses, pour la gestion du stress aussi, bref, d'accord. Et puis oxygéner le cerveau, c'est important aussi, oxygéner les muscles, bref, d'accord. Donc respirez. Et faites respirer les élèves. Très souvent à la fin des phrases, un peu comme le chanteur d'ailleurs qui prendrait la parole, ou l'acteur pardon qui prendrait la parole, ou peu importe, ou même vous, si vous commencez une phrase, il va bien falloir que vous respiriez. Donc voilà, il y a beaucoup aussi de correspondance entre le langage et la musique, il ne faut pas l'oublier, il y a énormément de relations, n'est-ce pas, entre le chant également et la musique. Un chanteur qui ne respire pas, vous savez, les instrumentistes qui respirent le moins, ce sont les pianistes. Pourquoi? C'est normal, parce qu'ils n'éprouvent pas le besoin. Ils démarrent, ils sont là, comme ça, sur un do, un ré, un mi, un fa, un fa dièse, un sol, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Et du coup, ils en oublient complètement tout ce qu'il y a derrière. Alors, le chanteur, lui, il débute, il est obligé de respirer, sinon il meurt. Ok. Le flûtiste, idem, et etc., pour plein d'autres instruments. Mais alors, les instruments à clavier, c'est les pires. Ceux-là, ils respirent pas. Alors, mais du tout. Donc du coup, voilà, c'est bien aussi ce genre de choses, de faire prendre conscience, ça déstresse vachement, d'accord. C'est un peu comme le fait de jouer avec un diaporama, c'est pareil en fait, c'est-à-dire que vous êtes tellement aspiré par les images que vous aimez bien, qui correspondent aussi à l'ambiance de ce que vous jouez, que vous en oubliez complètement les tensions, les raideurs et tout le reste. Et parfois, les problèmes se résolvent tout simplement grâce, encore une fois, à des analogies, et non pas en se concentrant sur le problème lui-même, en se fixant dessus. Parfois, tout simplement en détournant le problème, vous le résolvez. Voilà. Bref, ok, donc voilà, c'était ce que je voulais dire pour ce morceau. Donc, à savoir d'abord de la lecture de notes, de la coordination avec le cadre. Après, on essaie de déchiffrer, mais on se met dans l'ambiance directement. C'est important, ok. L'ambiance, on appelle le climat, voilà, ok. On pourrait également, vous voyez, autre interprétation. On pourrait très bien imaginer que c'est une musique lointaine. Ah, faut tendre l'oreille pour l'entendre. Oh.
Imaginez, c'est la nuit, une ambiance apaisante. Et vous entendez un chant lointain. Ah, vous vous rapprochez de la musique. Ah. Vous avez du mal à l'entendre. Ouais. Peut-être, ouais. Respirez. Ah. Une ascension, une ouverture, quelque chose. Bref, ok. Vous avez des milliers de façons de l'interpréter, mais en tout cas, il faut apprendre à interpréter les notes et à surtout pas parler avec ré, do, ré, mi. Ça, on le fait au début, comme j'ai pu le montrer, et c'est fini. Après, on essaie de se représenter mentalement le texte, ok. Il ne faut pas perdre de temps, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, hein, c'est important. Donc pour l'autre morceau, idem, vous verrez, il y a des moments où le son était un peu plus intense, d'autres au contraire où c'était pas le cas. Ça c'est libre, hein. Après vous pouvez très bien le jouer comme moi je l'ai fait, ou complètement différemment. Eh ben oui, c'est comme ça, d'accord. Ça c'est normal, hein. Encore une fois, l'interprétation c'est très subjectif dans ce genre de morceau au début en tout cas, hein, puisqu'il n'y a pas d'indication particulière, hein, en fait, d'accord. Ok. Donc en tout cas, la seule chose à laquelle il faut vraiment prêter attention, ce sont ces mi qui sont très répétés, hein. On parle du deuxième exercice, hein, d'accord. Tous les mi qui sont répétés. Essayez de ne pas commencer comme ça casse les oreilles, c'est inutile. Démarrez de loin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, et là ça y est, le chant plaintif, hein, en quelque sorte, arrive, ok, d'accord. Donc là, à vous aussi d'arriver à timbrer, ça c'est pas évident, hein, non plus, hein, pour les débutants. Ça dépend, chez certains élèves c'est complètement naturel le timbre, chez d'autres ça n'est pas, d'accord. Le fait de timbrer, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire faire ressortir une main par rapport à l'autre. Si je timbre pas du tout, ça donne ça. Voilà, là je suis en train de jouer mes deux mains en exerçant la même pression, enfin avec, de façon neutre finalement, sans réfléchir. Voilà. Voilà, hein, ok. Mais je pourrais très bien, justement, timbrer la main gauche, ce qui serait nettement plus intéressant. Et de temps en temps, au contraire, un peu la détimbrer. Par exemple ici. Hein, là, je la retimbre, peu importe. Voilà, on peut faire ce qu'on veut, hein, avec nos doigts. On pourrait faire tout l'inverse également. Ce qui ne présente aucun intérêt. Là, je suis en train de timbrer la main droite, hein, par rapport à la main gauche. Ok, bon, peu importe, d'accord. Mais tout ça pour dire, donc, dans ce morceau, vu que la partie gauche a le chant, ah ben, on va essayer de le faire ressortir. Donc, ben voilà, ça nécessite, hein, de mettre un peu plus de poids, un peu plus de prêter, d'écouter, hein, davantage à notre main gauche par rapport à notre main droite. Oh, alors ça, bon, on y viendra plus tard. Encore une fois, le timbre, chez certains élèves, c'est complètement naturel, et tant mieux, hein, ok. Chez d'autres, ça n'est pas du tout, et donc il faut essayer d'expliquer. Alors là, bon, ben, je ne peux pas le faire comme ça, mais c'est toujours pareil, c'est par les sensations tactiles qu'on y arrive, hein, comme d'habitude. C'est en prenant vraiment les mains et en faisant prendre conscience, hein, des sensations, hein, corporelles, avec les doigts même de l'élève, hein, qu'on arrive vraiment à timbrer nous-mêmes, et qu'on fait prendre conscience de ce timbre. Et c'est l'effet miroir, hein, toujours, hein, on appelle ça les neurones miroirs, c'est-à-dire que l'élève sent ses doigts qui timbrent grâce à son professeur, et donc naturellement il le reproduit, et au bout d'un moment ça s'inscrit. C'est quelque chose, c'est pareil, c'est-à-dire que si on le dit de façon théorique, appuie plus sur la gauche que sur la droite, on a une chance sur deux pour que ça fonctionne. Si on lui fait prendre conscience avec son propre corps que ça fonctionne, et il sent vraiment, il a une, comment dire, une sensation directe, là évidemment ça fonctionne toujours mieux, hein, ok. Ça aussi c'est encore autre chose qu'il va falloir développer. Ça revient un peu, on en revient aussi au sujet du piano, c'est-à-dire que ce piano n'est pas forcément de bonne qualité. Enfin, il est logiquement de très bonne qualité, mais il n'a pas été entretenu du tout, d'accord. Mais encore une fois, le plus important, ce n'est pas le piano lui-même.
c'est ce que vous avez à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous avez compris comment fonctionnent vos sensations, comment fonctionne votre corps et comment vous pouvez l'utiliser parfaitement pour jouer, alors là, c'est bon. Vous n'avez plus aucun problème, autant technique que musical, que de terme, que quoi que ce soit. Tout est une question d'intériorité, d'intériorisation en fait, des problèmes, toujours. Un problème, très souvent les élèves pensent que la raison, que la résolution, aussi, ou raison ou résolution, comme vous voulez, de ce problème, est extérieur. Donc ils sont là en train de regarder, ils se disent par exemple, tiens, j'ai fait un sol au lieu d'un la. Oui, d'accord, ok, bon, ça encore c'est une erreur basique, mais prenons par exemple une erreur au niveau sonore, là c'est plus intéressant. Eh bien très souvent, une erreur de placement de doigts, une erreur au niveau sonore, ça a toujours une origine intérieure, toujours. Mais toujours, c'est comme ça. C'est qu'on n'a pas une bonne représentation mentale de cette sonorité, ou on n'a fait aucun effort dessus, ou alors tout simplement qu'intérieurement il y avait une tension quelque part, il faut la trouver, etc. etc. Donc ça c'est aussi le rôle du professeur, hein, qui est un observateur, bien sûr, hein, on le répétera jamais assez, l'observation. Mais l'élève doit apprendre également, souvent je le dis à mes élèves, regarde-toi en train de jouer, regarde ton coude, regarde, est-ce que tu sens là à l'intérieur que l'avant-bras est complètement raide ou que l'épaule monte? Est-ce que tu sens que ceci, que cela? Il faut leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est un truc qui est hyper important. On y reviendra, hein, d'accord? Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que dans ce deuxième exercice, la main gauche est très importante, c'est elle qui a la mélodie. Donc, il faut essayer au moins de la, disons, même si on n'arrive pas au début à bien timbrer, ok, au moins on fait l'effort d'avoir un joli son, on va dire, d'accord? D'avoir une belle conduite musicale. Commencez pas à faire. Hein, bon, ça c'est le truc à éviter. D'accord? Ok. On va en rester là pour l'instant pour ces deux exos. Je regarde vite fait ce que j'avais noté, mais je pense que c'est bon. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire hein, pour l'instant, en tout cas pour ces deux exercices. Alors après, donc, sur le livre A Dozen a Day, hein, on en avait parlé la dernière fois, on avait fait deux exercices. Je ne vais pas revenir sur le premier, ok? Le premier, si vous sortez à 80 mains ensemble, c'est très bien, d'accord? On va laisser tomber. Le deuxième est plus intéressant parce qu'il a les croches. Là, c'est beaucoup plus difficile, hein, d'accord? Ok? Donc, alors, on va commencer par régler au niveau, comment dire, au niveau articulation, puis après niveau coordination, puis niveau rythme. Ok, niveau articulation, il y a un truc qu'il faut essayer de faire, c'est cette méthode que j'avais donnée d'ailleurs dans la première vidéo pour les gammes et les arpèges, c'est le piqué lié. Je ne sais plus dans quoi j'avais donné, dans l'arpège peut-être ou dans les gammes, dans les deux même éventuellement. Là, je vais le faire sur le deuxième exercice de Zoneda, ok? Là, comme ça. Je joue deux fois chaque note et je tiens la première quand je joue la deuxième. Et hop, je lâche. Et hop, je lâche la note précédente. Je joue une fois. Maintenant, quand je vais la rejouer, je vais lâcher la note précédente. Hop, voilà. Je joue. Et maintenant, je vais lâcher cette note au moment où je vais jouer la deuxième fois. Ok, je le fais à vitesse normale. On va dire 60. Voilà, pas plus. C'est un excellent exercice d'articulation déjà, hein. Ok, d'accord? Vous pouvez d'ailleurs très bien le faire main gauche seule. On ne le répétera jamais assez, la main gauche c'est la fondation de la maison. Ok, donc déjà, hop, etc. D'accord, ok. Je fais pas le dos parce que de toute façon bon, il fonctionne pas hein, là-dessus, hein, d'accord, ok. Mais bref, voilà le genre de méthode que vous pouvez appliquer. Ça c'est très bon au niveau articulation, ça fait prendre conscience de chaque doigt, c'est excellent. Ça les fait préparer hein, en l'air. Et puis en plus ça permet de contrôler également chaque doigt. Donc là dans ces cas-là, n'hésitez pas à le faire très lentement et vraiment respirer. N'oubliez
n'oubliez pas que la respiration joue un rôle très important, surtout dans ce genre d'exercice. En général, c'est très simple. Plus l'exercice est contraignant, on dira, stressant, tout ce que vous voulez, comme tout ce qui est exercice de notre tenue, par exemple. Hein. Ça, on va le voir d'ailleurs hein, aujourd'hui. Et bien, plus la respiration a une place hyper, enfin, occupe la première place, on va dire, d'accord? Parce que ça permet justement d'apprendre à se contrôler. Ouais. Très souvent, on voit les élèves comme ça en apnée. Hein, ok? Ça, c'est un cas typique, on l'a vu X fois hein, avec plein d'élèves. Hein, en tant qu'enseignant, je pense que tout le monde y a été confronté. Et justement, il faut éviter ça. Il faut les faire respirer dès le départ, les faire chanter aussi. Quand ils chantent leurs morceaux, automatiquement, ils ont conscience des respirations. C'est normal, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent respirer. Donc, d'où l'intérêt également de chanter beaucoup. D'accord? Ok, donc ça, ce piqué d'IE, il est très bon à travailler. D'ailleurs, peu importe qui vous soyez et que vous regardez cette vidéo, à n'importe quel niveau, moi je me souviens que je m'en suis servi, mais je sais pas, pendant peut-être, je pense pendant toute la durée de mes études, pendant 15 ans, je me souviens que même sur des œuvres chez Liszt, chez Chopin, les études et compagnie, tout ça, mais je m'en servis tout le temps, même là-dedans, je sais pas, je sais plus, ouais, c'est ici, ouais. Hop, par exemple, hop, voilà, par exemple. Respire, d'accord? Voilà. Ouais. Voilà, hein, pour exemple de cette étude, par exemple, hein, d'accord? Mais peu importe, ça s'utilise absolument partout. Ça, cumulé au rythme, pam, 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 il y a des centaines de rythmes possibles, imaginables. Avec ça, franchement, on fait énormément de choses. Hein. Voilà. Donc bref, voilà le genre de technique qu'on essaie d'introduire dès le départ, hein, si possible. Ok, ça d'accord. Alors ensuite, ouais, ça c'était pour la, comment dire, pour l'articulation des doigts, d'accord. Donc maintenant, pour la coordination. Donc, on en revient à un truc que justement, je vous disais, je crois que c'était dans la, je sais plus si c'était dans la première ou la deuxième vidéo, il faudra vérifier. Mais en tout cas, c'était au niveau de la coordination, de la synchronisation d'ailleurs. J'avais utilisé le terme coordination, mais c'est plus synchronisation. Quand les mains jouent exactement en même temps, très souvent, quand il y a un décalage, c'est la faute de la main gauche. Très souvent. Parce que c'est elle qui joue moins vite, hein, qui a des problèmes plus que la main droite. C'est comme ça, on est tous attirés plus ou moins par la droite, par la mélodie, par tout ça, d'accord? Donc quand on va commencer à faire ce genre d'exo, là je parle du deuxième exercice hein, de Dozen a Day, et ben de temps en temps, si les élèves accélèrent, ça peut donner ça. Il y a des décalages, ok? C'est désynchronisé. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est la main droite qui a voulu accélérer, la main gauche n'a pas suivi. Ah, ça y est, c'est mort, la main gauche ne suit plus, ok? Donc, on a plusieurs manières de contrôler ça, en tout cas. Bon, évidemment, on n'insistera jamais assez sur le travail lent, bien sûr, et l'augmentation progressive de la vitesse, d'accord? Si vous êtes capable de faire ça... c'est pas la peine de suite après d'essayer ça. Ok? Si vous débutez, il y a peu de chances que ça fonctionne. Peu. Hein? Ok? D'accord. Bon. Donc du coup, l'augmentation progressive de la vitesse. Ok? On ne brûle pas les étapes. Si on brûle les étapes, là-haut, on ne comprend plus. Et les doigts ne peuvent plus appliquer. Pas possible. D'accord? Donc un truc qui est pas mal à faire, c'est ça. C'est de jouer, on choisit une des deux mains, on va la jouer une fois sur deux. Et l'autre main, on va la jouer normalement. Je vous montre. Au lieu de jouer tout ensemble, ça va donner ça. Bon, c'est bien, d'accord? Là, j'ai décidé donc de jouer ma main gauche normalement et de jouer ma main droite juste une fois sur deux. Ok? Ça a le mérite de caler certaines notes auxquelles on ne pense pas forcément quand on coordonne et qui sont responsables du décalage. D'accord? On pourrait le faire également inversement. Au lieu de le faire sur la première note, comme ça, on peut le faire sur la deuxième note, ce qui est encore plus efficace. Par exemple, vous voyez,
j'ai joué juste la deuxième note et de plus hein, ensemble, hein, bien sûr, ok, toutes les deux notes, hein, bien sûr, ok. Maintenant, le contraire également on peut faire. Ok, je joue la main droite normalement, la main gauche une note sur deux. Maintenant, je vais faire pareil, mais je vais décaler, je vais jouer la deuxième note ensemble, pas la première. D'accord? Voilà. Ça, c'est très bon pour la coordination des deux mains. C'est un des meilleurs exos. Alors, pareil aussi, c'est le genre de truc que j'ai beaucoup appliqué, notamment quand on a tout ce qui est un nom, hein, plus tard, le dégateur et compagnie, tout ça. Mais pas que là-dedans, dans des études, par exemple. Il y a plein d'études de Moskovski qu'on rencontre au bout de quelques années. Ou encore même plus tard après tout ce qui est études de Chopin, Liszt et Rachmaninoff et tous les autres, dès qu'on commence à avoir des mains ensemble qui jouent des notes et où c'est synchronisé, c'est très bon de travailler comme ça. Ça alors c'est excellent, vous pouvez le tester à n'importe quel niveau, vous verrez que ça va vachement vous faire réfléchir. Et si ça vous fait réfléchir, ça veut dire que forcément vous n'avez pas conscience de tous les détails quand vous jouez, c'est évident. Et comme toujours, la réflexion, c'est ce qui entraîne après le progrès. Comme d'habitude, c'est toujours comme ça. Okay, faites les choses mécaniquement et sans réfléchir, et il y aura un moment où vous vous planterez, forcément. Comme tout le monde, hein, c'est normal, puisque nous ne sommes pas des robots, donc on ne peut pas tout faire de façon automatique. C'est impossible. Parfois, oui, c'est ce qu'on appelle, on verra ça plus tard, mais ce qu'on appelle le mode heuristique, et contrairement au mode logico-rythmique. On détaillera ça plus tard. Okay, donc voilà une méthode qui peut vous aider aussi à bien synchroniser les deux mains. Et enfin, au niveau rythmique, on en avait parlé la dernière fois, je vais encore le redétailler cette fois. Ok, voilà, là j'ai mis à 60. Je vais cette fois le faire mains ensemble. Et donc je vais jouer uniquement les notes qui tombent sur les battements. Donc à savoir les Do, et puis après ce sera les Mi. Et puis enfin les Sol. D'accord, on va juste faire d'ailleurs juste les Do et les Mi. Do, Mi, comme ça, avec les battements. On va faire ça en boucle. Déjà pour se mettre un peu dans le mécanisme. On se met à l'aise. Et maintenant, on va faire du remplissage. Au lieu de faire Do, Mi, on va continuer à faire Do, Mi, mais oralement on va dire Do et Mi. 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 Et le et, on va tout simplement le remplacer par la deuxième note qui est le Ré. Do et Mi. Do et Mi. Do et Mi. Do et Mi. Et là, vous êtes parfaitement en mesure. Voilà, il n'y a aucune question à se poser au niveau des croches, parce qu'évidemment, les croches, c'est toujours quelque chose qui est compliqué au début hein, pour les débutants. C'est-à-dire que on a beau leur rabâcher qu'une croche vaut un demi-temps, que deux croches valent un temps, que 0,5 fois 2 ça fait 1 et que je ne sais pas quoi encore en mathématiques, que 1 divisé par 2 ça fait un demi. De toute façon, on a une chance sur deux pour qu'ils le fassent correctement en mesure. Alors soit en effet on leur fait prendre conscience hein, avec le corps, tout ça, soit on applique ce genre de méthode. On peut très bien d'ailleurs le faire oralement, hein, comme ça. Do, Mi, Do, Mi, Do et Mi, Do et Mi, Do, Ré, Mi, etc. D'accord? On l'applique sur le deuxième, sur la deuxième partie maintenant. Mi, Sol, Mi, Sol, Mi. Ce sont les notes qui vont tomber pardon, sur les battements. Mi, Sol, Mi, Sol, Mi et 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 Sol. Ok, on refait depuis le début. On a donc Do, Mi, Sol. Ce sont les trois notes qui tombent sur les battements. C'est parti. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. On va faire du remplissage avec les et. Do et Mi et Sol. Do et Mi et Sol. Au passage, hop, on balance un peu. Hein, on ne reste pas non plus figé comme ça, complètement coincé. Hein, d'accord, on descend. Mi et Sol. Do et Mi et Sol. On remplit avec les notes.
Do et mi et sol. Do et mi et sol. Et mi et do pour le retour. C'est la même chose à l'envers, ok? Et mi et sol. Et mi et do. Et mi et sol. Et mi et do. Voilà. Et là au moins, j'ai pas fait entier l'exo, mais peu importe, c'est toujours la même chose, ok? Là au moins, on a vraiment l'assurance de jouer parfaitement en mesure. Vous pouvez très bien le mettre à 40, c'est pas un problème, hein, d'accord? Vous pouvez le mettre à la vitesse que vous voulez, peu importe, d'accord? Du moment que vous arrivez d'abord à planter les temps, planter, hein, c'est une image, hein, bien sûr, un pam, pam, on plante vraiment les temps avec le nom des notes et on fait du remplissage. Do et mi, etc. Ok, d'accord? Ça, c'est la meilleure façon, toujours pareil, de détourner le problème, hein, c'est-à-dire que si vous dites do, ré, de notes régulières, vous aurez beau le faire comprendre de toutes les façons possibles, à 7 ans ou à 8 ans, quand les enfants débutent, ben voilà, c'est toujours pareil, quoi. Soit génétiquement ils sont disposés et qui fonctionnent bien, ok, bon bah ils vous feront des trucs naturellement réguliers, soit quand c'est pas le cas, bah, il va falloir trouver des petites méthodes, hein, des choses adaptées, même pour les adultes c'est pareil, hein. Ce phénomène de décomposition n'est pas forcément quelque chose qui est naturel, hein, chez tout le monde. Donc du coup, alors si, il y a des compositions et des compositions. Il y a des compositions aléatoires. Voilà, ouais, bon, d'accord, ok, ouais, j'ai bien rentré 2 notes dans un temps, mais il y en a une qui a pris les 3 quarts et l'autre qui a pris le quart, quoi, en gros, hein, d'accord? On n'a pas eu moitié-moitié, comme si on coupait un gâteau en deux, hein, d'accord? Donc, bref, en tout cas, voilà une bonne méthode. Ok, maintenant on va passer un peu pour cette deuxième semaine. Donc vous devriez travailler sur Udozanodei. Je vous mettrai les partitions, les exercices 3 et 4. Ok, on y va. Donc le troisième, c'est parti. Ouais, niveau tiens, si, on va mettre un petit coup de métronome. On va se le mettre à 80, toujours. Hein, d'accord. Voilà, pour l'exercice numéro 3. Je n'ai pas grand chose à dire, à savoir que comment dire, la difficulté c'est qu'en fait on saute systématiquement des notes, hein, vous le verrez sur la partition. Alors là je vous conseille pareil de lire les notes au métronome, allez, do, mi, sol, mi, ok d'accord, hein, n'est-ce pas? Ok, vous pouvez également taper sur le cadre du piano, etc. Comme on l'a dit, hein, avec les autres exercices, tout est valable, hein, toutes ces méthodes-là sont valables pour n'importe quel exo. Ok, sauf que là, bon, c'est pas forcément très intéressant parce qu'il n'y a que des noirs, mais bon, après tout, vous pouvez toujours le faire, ça vous met au moins le rythme dans la tête. Ouais. Donc oui, ce sont des mouvements disjoints, on appelle ça, c'est-à-dire c'est pas des mouvements conjoints, ça c'est un mouvement conjoint. Là on saute une note, voilà, c'est le seul intérêt, hein, c'est que hop, 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 on va se servir des doigts 1, 3 et 5, en fait, cette formule de doigts, hein, n'est-ce pas? Donc voilà l'intérêt de cet exercice. Je vous fais l'exercice suivant. Alors dans l'exercice suivant, donc le numéro 4, vous avez des petits points partout. Les petits points veulent dire, à part sur la dernière mesure, les petits points veulent dire donc que les notes sont piquées, n'est-ce pas? Piquées, ça veut dire que donc on joue la note comme ça. Hop, voilà, on la lâche rapidement, ok? On ne la tient pas pendant un temps, puisque ce sont des noirs, hein. On a des noirs soupirs partout, ok? À part la ronde à la fin, hein, ok? Donc, dans cet exercice, on va jouer les noirs et puis on ne va pas la tenir en fait cette noire, on va la piquer. Mais attention, ça ne changera rien au tempo. Le tempo reste régulier. Piquer une note ne veut pas dire l'accélérer, c'est pas la même chose. On va le voir ensemble. Je mets le métronome, je vais le mettre plus lentement. Voilà, là j'ai mis un 60. Ok, je vous le fais donc une fois. Voilà l'exercice, ok? Donc vous avez pu voir, hein, je pense que la note, au début, la première noire, je n'ai pas fait noir, chute. Non, j'ai fait noir, chute, noir, chute, ok? On pique. On ne tient pas le doigt. Noir, piqué. Noir, chute. Noir, soupir. Noir,
ok? D'accord? Voilà, voilà ces deux exos donc à faire, en plus des deux premiers que j'ai joués au début hein, de cette vidéo. Voilà, ça nous fait toujours 4 exos, ok? Bon, sans compter hein, que normalement, bon, on reprend quand même hein, les deux précédents, aussi les 4 précédents hein, en réalité, avec l'élève, hein, donc on passe un certain temps. Donc il n'est pas dit qu'on arrive à faire tout ça, bien sûr, au deuxième cours. Ça dépend encore une fois de l'avancement des élèves, du niveau de compréhension, du niveau aussi de facilité que présente hein, l'élève, de plein de choses. Donc ça, évidemment, je ne peux pas en juger là comme ça, puisque je n'ai pas d'élèves ici hein, à disposition pour vous le montrer. Et ça ne servirait pas à grand-chose, parce que tous les élèves sont différents, tous les profils sont différents. Donc du coup, il n'y a pas de règle hein, qui existe là-dedans. L'essentiel, c'est d'essayer vraiment d'avancer, de respecter le rythme de l'élève, de respecter nous-mêmes aussi une certaine logique hein, dans notre fil, hein, fil conducteur, au niveau pédagogique. Mais voilà, il faut enseigner le plus de choses, il faut que tout s'imprègne hein, là-haut dans la tête. Hein, d'accord? Ok? Bref, ok, ça c'est bon. Ok, alors maintenant, que je vois bien, ouais, c'est ça, d'accord, ok, je vous ai tout dit là-dessus, sur les morceaux. Maintenant, on passe à l'exercice de notre tenue. On en avait parlé la dernière fois, cette fois, on le fait. Allez, c'est parti. Donc moi, je prends comme note Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ok? Je le prends à cette octave-là, pas au milieu du clavier, parce que c'est pas forcément confortable, ça dépend de la carrure. Pour les enfants qui sont vraiment beaucoup plus menus, hein, ça ira, je pense. Mais bon, voilà, moi, je préfère le faire ici, hein, étant un peu plus large. Donc du coup, voilà, je prends cette octave-là, ok? Donc, je laisse tout enfoncer, les 5 notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, avec 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Là, pour le coup, la position va être importante dans le sens où on a besoin vraiment d'avoir des doigts arrondis en quelque sorte, d'accord? Commencez pas à allonger les doigts ou à faire je sais pas quoi, hein, d'accord? Ce que vous pouvez faire par contre enfin ailleurs, mais pas dans ce genre d'exo, pour une raison très simple, c'est parce que c'est un exercice qui travaille à la fois, qui isole le doigt, n'est-ce pas? Et il se trouve que, comment dire, quand la main est fermée, vous avez beaucoup plus de force que quand la main est allongée. C'est évident, d'accord? Pour jouer vraiment avec des doigts plats, hein, comme on peut voir certaines personnes le faire, et moi le premier, ça nécessite quand même que la main soit déjà bien formée. Il ne faut pas l'oublier, hein, ça, d'accord? Et pour former, justement, pour solidifier les doigts, pour leur donner accès à leur force, à leur développement, on a besoin de fermer la main en quelque sorte, hein, n'est-ce pas? Quand on a une main fermée, on a beaucoup plus de poigne en quelque sorte hein, que quand la main est ouverte, c'est évident d'ailleurs, hein, d'accord? Ok, saisissez un objet, serrez-le fort, vous verrez qu'en le serrant, là, vous avez plus de force, c'est évident, d'accord? Donc du coup, voilà, ça demande de fermer un petit peu cette main, hein, n'est-ce pas? Ok, comme on peut, hein. Donc là, déjà, vous verrez que naturellement, certaines personnes ont déjà des problèmes avec ça. Hein. C'est ce qui est normal parce que c'est antinaturel, hein, complètement. Hein, dans la vie de tous les jours. Alors si, c'est marrant, il y a certains élèves par exemple, chez qui ça fonctionne très bien, on le voit, ceux qui font de l'escalade. C'est rigolo, mais c'est vrai, n'empêche. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de s'accrocher, si vous voulez, on le constate. Vous savez que tout ce que vous faites en dehors du piano va se refléter sur le piano. Tous les métiers stressants, vous le voyez. Au piano, on dit toujours, on a l'habitude de dire, c'est comme si on était à poil, en fait, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire qu'on dévoile tout de la personne. Parce qu'il y a toute la personnalité qui se reflète sur le piano. Donc c'est facile de deviner plein de choses hein, sur les gens. Très facile. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que déjà, ça, c'est pas une position qui est naturelle, c'est pas évident, d'accord? Donc, vous aurez certains élèves chez qui déjà, ils auront déjà du mal à rester comme ça. Donc dans ces cas-là, ben voilà, il faut les inciter, il faut bien les inciter au moins à garder cette position, peut-être pendant une semaine, et ils ne seront pas capables hein, de lever leurs doigts ou de jouer, peu importe, d'accord? Donc selon votre niveau, on va considérer que ça ne vous pose pas forcément de problème, ok? Alors un conseil déjà, ce que vous devriez faire c'est ça. Je vais vous le montrer avec la gauche parce que sinon on ne verra pas le pouce. Voilà, ok, d'accord? C'est ça. Inspirez pendant la montée, faites-le lentement. On lève le pouce, ok? Les autres doigts restent enfoncés. Et là, on expire. Ok, on recommence. On lève lentement. On expire. Pareil pour le deuxième doigt. On lève lentement. On expire. Voilà. Ok, pareil pour le troisième doigt. Quand vous le levez, essayez de faire l'effort de bien le lever haut.
quatrième doigt, c'est le pire pour tout le monde. Hop, voilà, moi il se lève pas plus que ça. Ok, et le cinquième doigt, on le lève. Et on le joue, je vais pas le jouer parce que la touche ne marche pas, hein, ok, mais on le joue, d'accord, ok, pas, d'accord. Vous verrez qu'à la longue, vous comprendrez rapidement que le cinquième doigt n'est pas un doigt faible, au contraire. C'est ce qu'on appelle les piliers de la main. On se rend compte très nettement dans tout ce qui est octave, hein, bien sûr, hein, n'est-ce pas? Mais tout ça pour dire que c'est un doigt comment dire, qui assure beaucoup, qui joue un rôle très important dans la stabilité de la main. C'est pas pour rien qu'au début, justement, les enfants ont une main qui tombe complètement sur le cinquième doigt. Mais à force de se développer, il en devient un véritable pilier, au même titre que le pouce. Et c'est comme toujours le quatrième doigt qui restera définitivement, tout au long de notre vie, le doigt le plus faible. Donc le doigt sur lequel il faut beaucoup accentuer. Donc pour ceux qui, encore une fois, on reprend le cas précédent, auraient du mal déjà, hein, à se stabiliser sur ce genre de position, un conseil, voilà, faites ce genre d'exo, c'est très bon. Ça vous apprend à respirer, à lever les doigts, et surtout ce quatrième doigt. Levez-le, levez-le, levez-le. Pas l'épaule, méfiez-vous, hein. Pas l'épaule, l'avant-bras est bien placé comme d'habitude. On surveille toujours les positions, on est au bord du tabouret, les pieds en avant, le dos droit, etc. D'accord, hein, comme dame. Et là, on le joue. Ouais, voilà. Bon, on va imaginer que tout ça fonctionne bien. Ok, on va commencer à faire ça avec le métronome. Ok, donc pour le faire avec le métronome, faites-le d'abord à 60 et travaillez vos doigts par deux doigts, en les alternant, le 1 et le 2, et puis après le 2 et le 3, je vais vous montrer, et puis après le 3 et le 4, et puis enfin le 4 et le 5. On va faire ça. Au niveau du rythme, on va faire 4 noirs, une ronde. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer par alterner le pouce et le 2. Le pouce et le 2, d'accord? On tient enfoncé donc les autres doigts. Ok, on y va. Je le mets à 60. Je tiens tout pour l'instant. Ok. Donc maintenant, je vais jouer le pouce. Et puis après, quand le pouce va tomber, je vais enlever le métronome pour bien vous expliquer. Le 2 va se soulever. Bam. C'est un levier. Hop, un mécanisme. Ok. Maintenant, je joue le 2. Quand je joue le 2, le pouce va se lever. Etc. Je vais les alterner. 1, 2 se lève. 2, 1 se lève. 1, 2 se lève. 2, 1 se lève. Ok. Maintenant, je mets le métronome. Je vais faire la même chose avec 4 noirs, une blanche. Une ronde, pardon. On y va. Noir, 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 ronde. 2, 3, 4. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alterner le 2 et le 3. Le 2 est levé, ça tombe bien. Les autres doigts n'ont toujours pas lâché les notes. Ok. Passage, la position toujours recroquevillée, toujours bien fermée en quelque sorte. Hein, ok. Donc maintenant, le 2 et le 3. 2, le 3 va se lever. Tac. Le 3, le 2 va se lever. Le pouce est toujours tenu là-bas, hein, d'accord? Il n'y a que les doigts qui jouent qui ne sont pas tenus. Les autres sont tenus. Ok? Et hop, j'alterne le 2 et le 3. Le tout avec le métronome. Noir, 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 ronde. 2, 3, 4. Je passe maintenant au 3 et au 4. Les problèmes arrivent. Il y a le 4. Ok. Donc, toujours le même principe. Je joue le 3, hop, le 4 se lève. Ok. Je joue le 4, hop, le 3 se relève. Etc. 2, 3, 4. Ok, je viens de faire 4 noirs et une ronde. Ok. Et maintenant, donc, le dernier, c'est le 4 et le 5 qui vont s'alterner. Noir, 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 ronde. 2, 3, 4. Ok. Allez, je vous le fais une fois normalement. Je joue tout, ensemble, et on y va. Noir, noir, ronde. 2, 3, 4. Noir, 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 ronde. 2, 3, 4. Noir, 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 ronde. 2, 3, 4. Noir, 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 ronde. 2, 3, 4.
Ok, pareil pour la main gauche, idem. Alors je vais me mettre là parce que j'en ai marre de ce dos là qui fonctionne pas. Ok, je vous conseille pas de le faire. Voilà, attendez, voilà. Et là c'est encore mieux, comme ça c'est naturel, l'avant-bras est en face. Allez, là c'est parti. On commence par le 1 toujours. C'est plus facile, c'est moins stressant on va dire. Ok, 1, 2, ronde, 2, 3, 4. Je joue pas trop fort pour que vous puissiez m'entendre. Noir, noir, ronde, 2, 3, 4. Noir, 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 ronde, 2, 3, 4. Noir, 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 ronde, 2, 3, 4. Au passage, on n'est pas passé en dessous d'un certain niveau, comme d'habitude, hein, imaginez qu'il y ait la règle, hein, comme on l'avait dit hein, précédemment. Je ne l'ai pas mise encore aujourd'hui, hein, je ne tarderai pas. Mais voilà, pareil pour la main droite, je n'ai pas commencé à faire ça. Hein, comme ça, là, sur le bord du clavier, comme ça. Non, ok, d'accord. Je vérifie juste pour la vidéo. Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Yes, donc voilà pour, pour cet exercice de notre tenue. Donc là, j'ai pris une vitesse hein, vraiment basique, 60 à la noire, 4 noirs, 1 ronde. Voilà ce que j'ai fait hein, sur cet exo. D'accord. Ok, voilà. Donc ça, c'est à faire. Hein, ok. Alors maintenant, on va en venir un peu aux gammes et aux arpèges. Alors donc, voilà, on commence à sortir le métronome, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Ok. Donc là, je vais vous le mettre à... Ouais, même... ouais, allez, 80. D'accord. 80 pour la gamme de Do, mains séparées. Ok, sur 2 octaves. On y va, la main droite. Alors oui, pardon. Justement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Avant de commencer à jouer votre gamme, c'est l'erreur que j'allais faire, pardon, vous devriez déjà commencer par travailler les méthodes qu'on avait données précédemment. D'accord? Donc, à savoir les méthodes avec le passage de pouce. Vous pouvez les travailler comme ça, au métronome. Je vais vous les montrer à 60. Ok? Et je vous conseille de les faire de 60 à 80. On y va. Hein, le passage de pouce, hein, d'accord? Ok. Et puis après, donc on a celui-là, Sol, La, Si. Ok. Donc on a le Fa, et là-bas, hop, le Do. Hop, d'accord? On essaie de garder l'avant-bras à peu près en face, hein, n'est-ce pas? Pas comme ça, hein, vous vous souvenez, hein? Ok. Hop, voilà. Donc c'est bien de faire tous ces exos avant de jouer la gamme. Pourquoi? Parce que déjà la main prend l'empreinte de tout ce qu'elle fera. Et hop, là on a Ré et Mi enfoncé, Do, Fa, voilà, au métronome. Ok. Et enfin donc, c'est tout, c'est terminé. Maintenant, l'autre méthode, donc c'était le contraire, c'est-à-dire que c'est le pouce qui devient l'élément fixe. Et donc d'un côté on a Ré et Mi, et de l'autre côté Sol, La et Si. Pardon. Voilà. Okay. Et enfin donc on a celui-là, Ré, Mi, Sol, La, Si. 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 Et même d'ailleurs celui-là également. Hein. Et là on peut même rajouter le Do. Sol, La, Si, Do. Puisqu'on a dit qu'on allait que sur 2 octaves. Ça tombe bien. Voilà. Ok. Voilà, c'est fait. Ok, on joue. Donc, toujours, hein, on contrôle, hein, on passe pas en dessous d'un certain niveau. Hop. Au fur et à mesure, on anticipe le pouce. Hop. L'avant-bras est bien placé, c'est bon, tout va bien. On va pas jouer non plus comme ça, pas non plus comme ça. Hop, entre les deux. Hop. Fuite. L'avant-bras se décale, surtout ici. Hop. Voilà. Et hop, le corps s'y met pour atterrir à peu près en face à l'arrivée. Ok, là on est à 60, vous essayez de la faire jusqu'à 80, d'accord, ok. Hop, voilà. Même principe, sauf
faut des réflexes un petit peu plus rapides. Donc je vous conseille de travailler les mêmes méthodes, vues précédemment, mais à 80. Ça vous aidera pour tourner de plus en plus vite, avoir plus de rotation, une rotation plus rapide. Hop, sur le 4, c'est là où vraiment, hop, ça doit basculer. Hop, mais sans tomber. Hop. Et hop. Pensez toujours que le pouce, c'est un doigt de transition. C'est pas un doigt sur lequel on s'aplatit. Pas du tout. Il ne faut pas faire un mouvement vertical sur le pouce. Au contraire, c'est toujours un mouvement latéral. Le pouce balaye. On disait à l'époque, on disait ça comme ça. Le pouce balaye. C'est important. Ok. L'arpège. On y va. Main droite. Je le laisse à 80. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Donc, on va faire les mêmes méthodes, mais avec l'arpège. Donc, on tient mi et sol enfoncé. Do et hop, là-haut. Ouais, vous vous souvenez? Hop, c'est le pouce qui fait son petit machin, d'accord? Grand, ok. Ensuite, donc, on a le mi et le sol. Hop, et le mi et le sol également ici. Là, évidemment, l'avant-bras tord un petit peu, mais bon, c'est normal. Comme je vous le dis toujours, on n'a pas non plus un avant-bras gigantesque et une main comme un râteau, donc bon, faut pas rêver, d'accord? L'avant-bras participera un tout petit peu, mais c'est un geste minimal, vraiment, ok? C'est le strict minimum. Ok, voilà pour pour les méthodes elles-mêmes, d'accord? Et donc on joue cet arpège. Hop, hop. Alors, précisément, donc le mi, c'est l'élément déclencheur. Hop, le pouce commence à s'en aller. Mais il ne se place pas non plus complètement, il est trop loin. C'est le sol et l'avant-bras qui poussent, qui vont placer le dos avec le pouce. Hop, hop. Sur le sol, ça y est, le dos est bon. Ok. Hop. Et pareil, hop. 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 Une autre méthode que vous pouvez travailler qui est très bonne aussi, c'est ça. On laisse le pouce enfoncé. D'un côté, on joue le mi avec le deuxième doigt. De l'autre côté, on joue le sol avec le troisième doigt. Ça correspond exactement au doigté qu'on a mis en fait dans l'arpège. Et on essaie de les alterner comme ça rapidement, toujours en minimisant le rôle de l'avant-bras et avec le métronome. Hop, hop. Et un basculement, hop, parce qu'on imagine après qu'on va par là en fait. Voilà, ça c'est encore un des bons petits trucs à travailler. Ok, donc après on joue. Ok, hop. Voilà, ok, voilà pour la semaine suivante, l'arpège à 80, c'est pareil. Ok, main gauche, pareil. Ouais, il marche pas celui-là. Ouais, non, mais ça tombe bien. En fait, c'est pas ici. Donc on tient le pouce enfoncé. D'accord? D'un côté, on va faire mi et sol avec 3 et 2. De l'autre côté, mi et sol avec 3 et 2. Et c'est parti. Ok? Erreur, le pouce ne doit pas lâcher. Ok? Et maintenant, donc, c'est le pouce qui va jouer, qui va rejouer là-haut. Hop, l'avant-bras va avoir un rôle important ici, d'accord? Parce qu'on est quand même bien sur la gauche. Et là, hop, boum, on doit pousser. Bam, 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 bam. Également, bon, comme la main droite, vous pouvez très bien travailler ça. On tient le doigt enfoncé, d'un côté le sol avec le 2, et de l'autre côté le mi avec le 3, en tenant le doigt enfoncé tout au long de la durée de l'exercice.
Pourquoi? Parce que c'est toujours à ce niveau-là que c'est le plus dur en fait, au passage de pouce. Donc c'est ça, on se focalise vachement dessus. Vous pouvez très bien travailler ça aussi, tiens, ça me vient. Do, mi sol, do, mi sol, do, mi sol, do, mi sol, do. Pourquoi pas? Ouais, je jouais juste les do, je les ai isolés, les mi et sol, je les ai joués ensemble. Voilà, encore notre méthode pour bien prendre l'empreinte. Bon, puis après vous jouez normalement. Hop, l'avant-bras, et hop, boum. Hop, l'avant-bras pousse. Hop, le 2 toujours, c'est l'élément déclencheur. Le 3, on va placer le pouce sur le dos, l'avant-bras pousse. Hop, c'est bon, et basculement. Et là, on est en face, on n'a pas besoin de faire un grand geste. Voilà. Voilà, ok. Pour la semaine suivante, donc, les arpèges comme ça, à 80. Pareil donc pour les gammes. Qu'est-ce qui me manque? Je crois que j'ai pas fait les méthodes pour les gammes comme ça. Hop, pour la main gauche. Hop, je mets le métronome. Maintenant donc le pouce. On laisse le pouce enfoncé. On peut faire le La et le Si d'un côté. De l'autre côté, le Ré, Mi, Fa avec 4, 3, 2. Ok. Donc maintenant, le pouce. En essayant toujours de faire plus travailler le pouce que l'avant-bras. Et enfin donc Ré, Mi, Fa. Et là, La et Si. Et le dernier, donc c'est le pouce. Et c'est parti. Et au niveau du pouce, à chaque fois, je fais l'effort de soulever la main. Jamais de la baisser. Au contraire. Hop. Toujours. Hop. 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 Toujours. Ouais, jamais baisser. Voilà. Bref, ok. Ça c'est bon donc pour les gammes et les arpèges. Et ben je crois qu'on a fait le tour cette fois. Voilà. Je vérifie, ouais, gamme arpège, gna les deux exercices de douzaine de day, les deux autres exercices aussi. Donc voilà, pour récapituler, voilà tout ce qu'il faut faire pour une deuxième semaine. Encore une fois, je le répète toujours, ça dépend des élèves, hein, on ne peut pas prévoir, anticiper la progression. Ça se fait au fur et à mesure, en fonction aussi des compétences, bien sûr, pédagogiques de l'enseignant, de sa capacité d'adaptation, et puis de l'élève lui-même, du travail qu'il va fournir. Il faut également bien organiser le travail à la maison, ça aussi, c'est important, bien conduire les élèves pour qu'ils sachent exactement quoi travailler, combien de temps travailler, etc. D'accord ? Ok, donc nous avons 4 exercices, comme toujours, gamme, arpège et exercice de notes tenues. Donc la nouveauté, c'est que maintenant, de plus en plus, on a mis le métronome. Ok, d'accord. Je ferai encore une autre vidéo, ou peut-être pas, non, ça sera un... Non, c'est bon, non, je fournirai encore d'autres documents concernant, pour cette deuxième semaine également, des lectures de notes et des dictées de rythme. Celle où j'ai mis rythme, en fait, c'est qu'en fait, il faut réussir à le taper avec une note. Je vous le fais comme ça, vite fait. Je ne sais plus exactement ce que j'ai mis dessus. Ça, par contre, je ne me souviens pas de mémoire, mais peu importe. En fait, il faut vraiment le taper avec une note, tout simplement. Comme ça. Si c'est une ronde, 4 battements. Puis après, je sais pas, noir, blanche, noir, blanche. Voilà, c'est juste histoire comment dire, de vous entraîner au rythme
et de suivre le métronome, voilà, et de taper avec une note. Voilà, c'est une initiation à la rigueur rythmique, et on se sert bien sûr de plus en plus maintenant de ce métronome. Voilà, j'ai fait le tour. Bon courage.